s'il faut attendre chaque fois 3 ans pour faire un film, 3-4 ans, ben, il faut vivre vieux. Hein, pour faire... Il faut commencer très jeune, puis il faut vivre vieux. Donc, j'espère, parce que je trouve qu'on a du talent formidable actuellement, et des femmes cinéastes formidables, des nouvelles générations. J'espère qu'elles pourront bâtir ce que j'ai pu bâtir, je veux dire, sur la durée, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est intéressant de voir le chemin parcouru au niveau créatif. C'est pas juste une œuvre, c'est un ensemble avec ses forces, avec ses faiblesses, mais qui donne vraiment une trajectoire à l'œuvre de quelqu'un. Bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Merci pour vos nombreuses écoutes sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous passez par YouTube, merci de vous abonner, liker et commenter. Pour mes formations, rendez-vous sur mon site vanessatatianaB.com. En terminant, un chaleureux merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Je me suis dit que pour le 25e, ce serait sympa de proposer une discussion entre deux Suissesses d'origine. Oh my gosh! Vivantes au Québec, donc depuis plusieurs années. Pas au même âge, mais on est quand même arrivés toutes les deux au Québec dans les années 70. Ah, toi aussi, t'es arrivée des années 70? Oui, j'ai fait mes premiers pas dans l'avion en direction du Québec. Ah oui, bon, ben, tu vois, c'est les mêmes années. Exactement. Donc, on va vraiment... D'abord, merci beaucoup, Léa, d'avoir accepté mon invitation. Pas de quoi. Je suis très curieuse, justement, j'ai plein de questions à te poser sur vraiment spécifiquement ta façon de travailler. On n'ira pas sur un film en particulier, mais les questions sont vraiment d'ordre très général, autant pour les fictions que tu as réalisées que les documentaires. Mm-hmm. Quand donc tu commences un projet, vraiment là, de l'idée de départ, est-ce que tu avances un peu comme par hasard vers ton projet ou est-ce que dès le jour 1, tu as tendance à t'imposer un calendrier que tu vas vraiment suivre là, jusqu'à la fin? Ben, j'ai un calendrier au niveau d'une rigueur de travail. OK. C'est-à-dire que j'essaie de m'imposer, disons, 4 heures le matin de travail où j'essaie de pas trop me lever de table. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, je me rasseye pas et que je marque pas des idées qui me viennent entre-temps. Oui. Mais oui, j'essaie d'avoir une rigueur, ça doit être mon côté vierge. OK. Mais au niveau créatif, je te dirais que c'est plus, il y a un petit peu de somnambulisme là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une façon de progresser qui est, en fait, ça diffère des projets. La plupart de mes films ne sont pas des films d'action, ne sont pas des films où la dramaturgie est à la base, c'est plus de l'ordre poétique ou de l'ordre, d'une certaine... le mot qui me vient le plus, c'est la poésie, la musique. Donc, tous mes premiers films étaient très inspirés par soit des musiques, soit des poèmes, carrément. OK. Poème qui est, si je me souviens bien, de mon premier film, La femme de l'hôtel, enfin mon premier long métrage, puisqu'il y a eu Strass Café avant, c'était un poème de René Char qui m'avait inspiré. Puis c'est une phrase, alors si je me souviens bien, la phrase c'était « Seuls les yeux sont encore capables de pousser un cri ». Ah oui. Ça veut tout dire et rien dire, en fait, je veux dire. Mais moi, c'est comme ça m'interpelle et ça m'amène un personnage. D'accord. Ça m'amène un personnage et ça m'amène son histoire, qui évidemment est une histoire qui doit être en partie douloureuse, mais en même temps qui est porteuse. Voilà, donc ça, c'était beaucoup au début de ma carrière, c'était beaucoup à travers cette façon. Après, j'ai été confrontée quand même au milieu des institutions, Téléfilm, Sodec et compagnie, qui ont une certaine difficulté à lire des projets qui sont écrits de cette façon-là. C'est plus des scènes, comment je dirais, c'est comme, les scènes ne sont pas nécessairement raccordées l'une à l'autre, c'est comme des petits moments dans la vie d'un personnage. Oui. Et donc, j'ai dû un petit peu m'accoutumer à une écriture qui me permettait d'être financée. Ah oui, OK, ah oui, oui. Ce que je regrette un peu, évidemment, parce que ça me fait quand même dévier un peu de la trajectoire possiblement que moi j'aurais prise si j'avais une entière liberté. Mais comme les films, ça coûte très cher et qu'il faut quand même qu'il y ait que ce soit rentable,
encore une fois, je pense que c'est un peu une erreur parce qu'il y a des films qui ont été faits un peu de cette façon-là, c'est-à-dire très poétiques et qui ont eu un certain succès dans ma carrière. Donc, entre autres, Emporte-moi, qui est quand même un de mes gros succès. C'est un film qui est fait selon cette formule-là, en fait. Mais c'est intéressant ce que tu racontes, Léa, et c'est vrai que l'épisode, donc le 24, qui a été lancé ce matin, donc au moment où on enregistre, effectivement, le thème, c'est la liberté et on en parle jusqu'où un artiste peut garder cette liberté dans la création, effectivement, versus, oui, cette réalité des institutions d'avoir le financement qui va faire en sorte qu'on puisse faire le film. C'est un gros questionnement là, chez Oui, l'artiste. oui, c'est un gros questionnement. C'est sûr que je pense que beaucoup de cinéastes, puisqu'on parle de ce métier en particulier, qui est un métier qui comprend beaucoup d'argent, qui comprend Oui. beaucoup de monde, nos trajectoires, je suis sûre qu'elles ont été déviées en cours de route par rapport à peut-être un poète ou un compositeur ou un sculpteur qui est un peu seul avec son œuvre. Oui. Nous, on a beaucoup, beaucoup de contraintes quand même. Après, même une fois qu'on a le financement, je veux dire, il y a quand même aussi la contrainte du temps, Oui. les acteurs qu'on a qui sont pas toujours les acteurs qu'on avait en tête, mais donc on joue avec leur personnalité, avec ce qu'ils sont. Ils apportent des fois plus que ce qu'on voulait. Oui. Mais ils nous font aussi dévier un peu. Tu sais, je veux dire, c'est normal, dévier dans le bon sens, d'ailleurs, la plupart du temps, mais on fait quand même dévier. On va commencer par l'étape numéro 1, qui est vraiment la période de la recherche et de la scénarisation. Tout film part évidemment de cette étape qui est vraiment la base, la fondation de la maison, là. Je sais que tu as déjà dit en entrevue que l'image a toujours été donc plus importante que le texte. Les dialogues ne sont pas toujours nécessairement ta force. Ouais. Donc, tu te nourris à ce moment-là, comme tu disais, davantage à ce moment-là d'images et d'un monde visuel, hein, pour nourrir ton projet. Oui, c'est-à-dire que la dernière chose qui arrive dans mon écriture scénaristique, c'est les dialogues. OK. C'est toujours d'abord des images, des sons, une musique. Oui. Trister, c'était la main gauche qui a parti tout le projet. C'est une chanson, en fait. Oui. Des fois, c'est une peinture, des fois, c'est un poème. Ou alors, c'est mon univers très personnel, c'est autobiographique. Et le challenge dans l'écriture, est-ce que, selon toi, tu dirais que c'est apprendre à raconter une histoire ou est-ce que ce serait plutôt d'essayer de comment trouver une façon de raconter cette histoire? En ce qui me concerne, ce serait plutôt trouver une façon de raconter cette histoire en respectant qui sont mes forces. Parce que si on me demande de raconter une histoire selon les règles, la dramaturgie, avec les actes 1, 2, 3, puis les pivots, puis tout ça, Oui. je te dis pas que je suis pas capable de le faire, mais c'est pas ça que je veux faire. Il faut que j'essaie quand même de raconter une histoire qu'on puisse suivre du début à la fin avec quand même une troupe dramatique, mais d'amener chaque moment de cette histoire de façon moins linéaire ou je sais pas comment dire, par association d'idées, par couleur, par des images. Quelle est l'image? En tout cas, souvent c'est ça. C'est quoi l'image suivante? C'est quoi l'image suivante que j'ai envie de voir? Et à partir de là, raconter l'histoire de cette image-là. Parce que tu vois vraiment ton film quand tu l'écris, là. Excuse-moi, je le vois pas nécessairement, contrairement à certains cinéastes qui disent, moi, je vois OK. tout le film. Pas du tout. OK. Je vois pas mon film dans son entièreté. D'accord. Je vois une scène à la fois. Mais quand je la vois, elle est là. Et puis après, il faut, c'est un petit peu comme les papiers que tu tournes, tu sais, quand on fait ces jeux où on écrit une phrase, puis après on cache la phrase, puis le suivant doit écrire la phrase suivante. Évidemment, moi, je connais la phrase d'avant, mais c'est d'essayer de trouver ce qui rentre le plus en résonance avec la première image que j'ai eue. D'accord. C'est difficile à expliquer, hein. Oui, c'est une démarche qui est très propre à toi, là. C'est très intuitif, je te dirais. Oui, ces images, forcément, une image, une scène va inspirer la suite ou tu peux avoir des inspirations, des moments très différents du film et tu recolles tous ces morceaux finalement après. Exactement. Ça arrive que en tout cas, Emporte-moi, je me souviens, mais dans ce cas-là, comme je te dis, c'était quand même en partie même pas mal autobiographique. Mais je l'ai fait pour d'autres films, comme 10 scènes qui sont très, très claires, qui sont déjà complètement là, mais qui sont réparties dans le film. Disons le début, la fin, puis
3-4 moments que je Oui. veux absolument voir dans ce film qui sera un jour un film. Oui. Donc après, il faut que je les relis, ces images, il faut que je relis ces moments clés de ce qui est comme l'essence de ce que je veux raconter. Il faut que je les relis avec, si possible, des scènes fortes. Évidemment, Oui, si je fais oui. des liens qui sont faibles, ça va être ennuyeux parce qu'il faudra attendre les moments forts. Oui. Ça m'arrive souvent de coucher sur papier quelques scènes qui sont des évidences pour moi. OK. Et après, de trouver une façon, le chemin pour les relier. Et tu parlais quand même, donc tu as déjà de façon très naturelle cette rigueur, donc qui est quand même requise là, tu sais, pour Oui. arriver à aller au bout du projet. Déjà en écriture, donc tu dis que tu te dédies quand même, surtout le matin, je pense, hein, un bloc. Mais je suis plutôt une matinale. OK. J'ai besoin d'une certaine rigueur. Je pense Oui. pas que j'aurais pu faire autant de films et puis la carrière que j'ai faite sans une certaine discipline parce que c'est quand même toute seule longtemps hein, dans ce métier-là. On a l'impression que les cinéastes ont une vie remplie de gens et d'entrevues et de se faire voir partout, là, puis de festivals. Ouais. Je veux dire, si je compte dans mes années, j'ai eu beaucoup plus de temps solitaire Ouais. devant la page blanche, comme on dit, que de moments d'exaltation à tourner un film pendant 6 semaines. C'est un des conseils, un des premiers conseils que tu lèguerais là, à Cinéritage aux jeunes, d'avoir cette rigueur qui est nécessaire. Ben, je te dirais que pour durer dans ce métier, Oui, oui. il y a 2 choses. Hein. Il y a le talent et puis souvent au début d'une carrière, on a des choses essentielles à dire. Ça fait qu'il y a une sorte de facilité presque, je te dirais, à sortir de toi tout ce qui déborde. Mais après 2-3 films, moi c'était comme Strass Café, La Femme de l'Hôtel, Anne Trister, jusqu'à Accord perdu, ça a été un feu roulant. Il n'y a même pas 2 ans de chaque film. Ça sortait facilement de moi. Tu sais. Oui, oui. Après, t'en fais ton métier. Hein? Ça devient une autre chose. Ça devient le métier que tu vas faire possiblement pour le reste de ta vie. Et là, bon, d'abord, t'as pas toujours des idées fulgurantes ou des choses, mais il faut que tu gagnes ta vie et puis il faut que tu avances au niveau de ta création. Donc là, ça devient plus un travail et de recherche. Qu'est-ce que je vais avoir envie de raconter après ça? Je ne veux pas me répéter éternellement. Quels sont les sujets en dehors de cet univers qui était mon premier univers, qui était celui qui m'a comme donné l'impulsion créatrice? Quel autre univers où c'est que j'approche les autres, où c'est que je m'ouvre aux autres pour faire grandir aussi mon travail? Là, ça commence à prendre un vrai travail de rigueur parce que c'est pas trop difficile de faire 1 ou 2 films. Ce qui est difficile, c'est de faire une carrière complète et d'avoir quand même une certaine constance. Bon, tu as toujours des films plus ou moins réussis, c'est normal, comme dans n'importe quel métier de création. Il y a des films que tu considères plus aboutis. Enfin, moi, je suis pas très bon juge, mais je le vois par la critique ou par les festivals, ceux qui ont mieux marché que d'autres. Mais ça, puis il faut être capable aussi, il faut avoir, je pense, beaucoup de résilience parce qu'on reçoit quand même certaines claque dans la face, comme on dit. Ton ego est mis à contribution quelquefois aussi parce que tu te sens pas toujours, comment je dirais, respecté pour ce que tu as fait. Ou l'inverse est aussi vrai. Tu te sens aussi soutenu et aidé. Je considère que j'étais chanceuse quand même. J'ai eu beaucoup de support dans ma carrière. J'ai pu faire presque tous les films que j'ai voulu faire. Mais résilience, la rigueur, bon, un talent initial, mais ça, tu l'as ou pas, un désir un besoin, je dirais, un besoin de partager quelque chose avec d'autres. Ça, je pense que c'est quand même la base pour faire ce métier, je pense que c'est la base nécessaire. Quand on arrive à l'étape de la réalisation, à l'étape du casting, je suis curieuse, Léa, de savoir qu'est-ce que tu regardes en premier là, chez un acteur, chez une actrice, lorsqu'ils arrivent en audition? La vérité, c'est-à-dire que la façon dont déjà qu'ils rentrent dans la salle, la qualité évidemment du jeu. Quand je dis la qualité du jeu, c'est quand je dis vérité, c'est que j'ai pas de doute que ce qu'elle me dit ou ce qu'elle joue en fait, qu'elle ne joue plus mais me communique va directement d'elle à moi. Il n'y a pas
Il n'y a pas de barrière. C'est une communication immédiate. C'est au niveau de ce que tu ressens beaucoup aussi à l'intérieur de toi, c'est ça? C'est exactement ça. Oui. C'est l'envie d'être avec cette personne, l'envie de la connaître. C'est une rencontre, c'est comme une rencontre amoureuse. Hein. Oui, oui. C'est un vrai désir de partager ce que j'ai à partager avec cette personne-là. Évidemment, il faut qu'elle ait du talent, qu'il ait du talent. Ça, il y en a beaucoup d'acteurs qui ont du talent. Hein. On en a beaucoup au Québec de talent. Après, c'est très personnel. C'est ce que j'essaie de dire. Je donne des formations à des comédiens. Je dis, moi, je veux une rencontre. C'est une rencontre que je cherche. Donc, si je vous choisis pas, c'est pas parce que vous étiez moins bon ou moins bonne que l'autre. C'est parce que c'est cette personne-là, à ce moment-là, que j'avais besoin de rencontrer. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que cette personne-là, ça va être facile de travailler avec elle parce que un acteur doit être un peu malléable, hein, dans le sens que nous, on sait ce qu'on veut avec notre personnage, donc je vais arriver à obtenir, disons, ce résultat avec cet acteur, ou c'est un peu l'inverse, tu as l'impression que cet acteur va pouvoir justement apporter quelque chose de supplémentaire, va pouvoir nourrir encore plus ton personnage. Oui, ben, je dirais que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin qu'un acteur me comprenne et puis puisse suivre les indications, c'est-à-dire une sorte de flexibilité dans son jeu, que si tout d'un coup, sur le plateau, on décide de faire quelque chose de très différent, que cette personne se jette à l'eau puis l'essaye, Oui. en me faisant confiance que je suis là. Mais l'inverse, c'est vrai aussi, le côté créatif d'un acteur qui propose, avec qui je peux vraiment co-réaliser presque. Okay. C'est-à-dire qu'il m'apporte justement une dimension au personnage que j'avais même pas soupçonné. Ça, c'est formidable, évidemment. Oui, je cherche ça. Et souvent, dans les auditions, un acteur ou une actrice qui propose quelque chose que j'avais pas pensé va gagner des points. Ah oui, hein, OK. Ah ben oui, clairement. Parce que je me dis, intéressant. Puis je vois la créativité, puis la confiance aussi réciproque, c'est-à-dire la capacité de se jeter à l'eau par rapport à ce que je propose, mais moi aussi ma capacité de bouger par rapport à ce qui est proposé. Alors là, ça devient une fusion super intéressante et productive. Et si on revient, donc tout à l'heure, on parlait un peu brièvement, donc les dialogues au niveau de l'écriture, là, c'est quelque chose qui arrive plutôt sur le tard, là, vers la fin. Est-ce que justement, quand tu es en répétition avec tes acteurs, c'est un moment que tu saisis justement pour revoir ces dialogues une fois qu'ils les mettent en bouche, puis ajuster justement? Oui, ben, c'est-à-dire moi, je fais peu de répétitions avant le tournage. On fait une lecture à table. Bon, là, s'ils ont des problèmes avec quelques phrases, ils vont me le dire, puis on va essayer de trouver sur place comment les changer en groupe, là. Okay. Mais après, ça arrive que sur le plateau, il y a une scène, vraiment, ça bloque, puis souvent, c'est lié à un problème de dialogue. Un dialogue qui passe pas, que la personne ne sent pas. Alors oui, moi, je suis toujours très ouverte à entendre leurs propositions. Je vais te dire que moi, mes difficultés par rapport au dialogue, elle est assez simple et tu dois la connaître. Oui. C'est le fait que je viens de la Suisse et que j'ai un langage qui n'est ni le québécois ni le suisse romand. Ouais, je comprends. Ouais. Quand je fais parler mes personnages en québécois, ben, ils trouvent que ça se dit pas comme ça au Québec. Ouais. Il manque des élisions, il y a une façon d'écrire si tu veux faire parler québécois. Donc moi, on me reproche souvent que c'est un petit peu trop à l'international, ma façon de... Mais en fait, c'est ma façon à moi. Tu sais. Donc, je suis obligée après de le façonner un peu plus pour que ce soit mis en bouche par des acteurs qui sont d'ici, qui ont vécu ici, qui sont nés ici et qui ne diraient pas nécessairement exactement comment moi je le dis. C'est un peu ça qui fait aussi, je ne sais pas si j'avais fait une carrière à Lausanne, si j'aurais eu un problème de dialogue. Ça peut être le français dans les deux cas. Il y a plein d'expressions qui ne sont pas les mêmes. Puis même, ça fait 40 ans que je suis là, même plus. Je parlerai jamais comme quelqu'un d'ici totalement, tu vois. Exactement. Et en tout cas, disons que peut-être ça me freine, peut-être c'est moi qui en fais un complexe dans le sens que je devrais m'en foutre, puis comme on dit, après, ça se retravaille avec les acteurs. Mais au départ, j'ai fait comme d'une difficulté, j'en ai fait comme un trait de mon
Une force. Voilà, un trait de mon univers, puis le cinéma de Léa Paul, il n'y a Oui. pas de dialogue. Point. Je veux dire. Ben, c'est un cinéma qui est international. Tes films sont, il y a mais en même temps, tu amènes un regard qui est unique sur le Québec et même sur Montréal. Tu sais, c'est quelqu'un Ouais. d'ici apporte un autre regard, mais le tien, justement, ça devient une force puisque tu viens de l'extérieur. Ça fait tout son charme sur. Ouais. Et c'est vrai il faut prendre toutes c'est pas des difficultés, c'est des spécificités à chaque personne. Puis il faut vraiment essayer de voir comment on peut vraiment les tourner en force et à son avantage. Oui, exact. Je l'ai pas fait pour en faire une force. C'était comme le chemin que je pouvais prendre qui a fait que, pour finir, ça a fait le cinéma Oui. que je fais. Si on revient un peu on parlait des auditions avec les acteurs, mais quand on travaille sur un documentaire, bon, nos acteurs sont de vraies personnes, là. C'est des intervenants, c'est une approche qui est différente. Est-ce que à ce moment-là, tu as tendance à faire des pré-entrevues justement pour voir quel intervenant va trouver sa place finalement dans mon film? Comment est-ce que tu procèdes quand c'est du documentaire? Dans les 4 documentaires dont je t'ai parlé, j'ai fait aucune pré-entrevue avant. Ce que j'ai souvent, c'est ce qu'on appelle des fixeurs. C'est des fixeurs, c'est des gens dans les pays qui, eux, font des sortes de pré-entrevues qui m'envoient. Donc, je prépare une liste de questions. Et puis, ces gens-là, qui sont comme des recherchistes sur place, en fait, qui parlent la langue du pays et tout ça, vont filmer avec une petite caméra des entrevues et ils vont me les envoyer. Puis sur ces différents vidéos que je visionne, alors c'est des sortes de pré-entrevues. Si on passe à la post-production, donc la post-production, évidemment, il y a plusieurs étapes là, pour ceux qui connaissent un peu moins le montage. La musique arrive à cette étape, même le montage sonore, l'étalonnage, on va revoir les couleurs de l'image. Dans toutes ces petites étapes, mais très importantes, c'est laquelle tu as préférée? Le montage. Oui. Le montage, c'est clair. Le montage, c'est fascinant. Je suis là, beaucoup là au montage. Pas nécessairement pour intervenir ou en général, je laisse quand même beaucoup de place au monteur parce que je trouve toujours la monteuse parce que je trouve que justement elle a un regard un peu extérieur, elle peut revisiter un matériel qui pour moi est déjà boîte là. Juste de voir le travail du montage et comment on réinterprète parfois une scène ou comment en déplaçant des blocs, on vient de redonner toute une autre couleur à une proposition que j'avais. Ça, c'est quand même encore une étape de création vraiment importante. Je dirais qu'il y a quand même 3 moments. Il y a l'écriture, oui, qui est une étape fondamentale. Il y a le tournage et il y a le montage. C'est les 3 grands moments Mais le montage, tu peux vraiment encore complètement passer à côté d'un film par le montage. Oui, effectivement. Ça dépend quel film. Si tu fais des plans séquences puis que il faut juste les mettre un gros bout à bout, ben, il n'y a pas grand risque que tu changes grand-chose. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte que ça prenne 10, 12 semaines à faire. Le montage sonore, j'aime beaucoup tout ce qui est la musique, recherche musicale. En général, j'en ai souvent bien avant l'étape du mixage ou du montage sonore. J'ai déjà mes musiques et ça a toujours joué un rôle très important dans mes films, l'aspect musical. Ça, j'aime beaucoup. Toute la recherche musicale et le mix. C'est la dernière étape, c'est au moment où tout se révèle, tous les morceaux sont mis ensemble. C'est un peu la fête, quoi. C'est ça. Le premier montage, ça, c'est une étape extrêmement déprimante, par exemple, parce que c'est comme tout ton matériel, c'est là que tu vois quand même que le montage, c'est important, parce que tout ton matériel est comme mis bout à bout, puis ça n'a pas de forme. C'est comme une sorte d'animal. C'est très étrange. Puis je dis, c'est moi qui ai tourné ça, là. J'ai toujours été déprimée de ça. Puis après, ça avance, puis tout d'un coup, oups, l'essence émerge du chaos. D'accord. Donc, il ne faut pas trop déprimer non plus, ni baisser les bras à cette étape. Non, ouais, tous les réalisateurs vont te dire ça. Hein, je veux dire, c'est une étape difficile. Mais on le sait, avec l'expérience, je le sais, puis je panique pas trop, là. OK. Et quand on parle donc effectivement de la musique, est-ce que c'est arrivé qu'il y a une musique qui était là même à partir de l'écriture et qui était encore dans le projet jusqu'au montage? Souvent. Oui. Oui. Si c'est pas de la musique originale,
Quand c'est la musique originale, évidemment, moins, parce qu'elle est souvent écrite après, au moins après un premier montage. Oui. Souvent même une fois que le montage image est fini, parce qu'il faut qu'il y ait des timecodes précis pour les entrées et sorties de musique. Des musiques classiques, des chansons, oui, ça c'est arrivé très souvent. C'est même été quand je parlais de poésie ou de peinture, je dirais la chanson aussi joue un rôle, ou la musique classique, pas Norma de Bellini ou des compositeurs, je veux dire, qui ont nourri qui ont nourri les images que j'avais envie de voir dans le film, et puis qui ont nourri l'histoire d'une certaine façon. Oui, d'accord. Au niveau du financement, est-ce que tu te considères parmi les privilégiés au Québec? As-tu l'impression que, je ne sais pas si tu les as eues systématiquement, là, tes demandes de subvention? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de pas avoir le financement pour un film que tu as proposé, mais est-ce que tu considères qu'en général que tu as eu quand même le financement demandé? Oui, ben oui, en général, j'ai eu une fois un projet que j'avais vraiment initié, auquel je tenais énormément, qui a jamais été capable de se monter, qui s'appelait Pilgrim, qui était une adaptation d'un livre de Timothy Findlay. OK. Mais c'était un problème. J'avais des superbes rapports de scénarisation. En général, c'est jamais ça le problème. Dans les scénarios, dans l'ensemble, je pense que je les amène à terme, en tout cas suffisamment pour qu'ils soient intéressés. Mais des fois, enfin, dans ce cas-là en particulier, c'était trop cher pour l'équation publique versus ce que ça coûtait pour le faire. C'était insurmontable. On passait à ce moment-là, on avait du pointage pour le créatif, puis il y avait du pointage pour le succès ou la possibilité du box-office. Oui. Là, je passais jamais cette étape-là parce que c'était ambitieux d'un point de vue financier et pas assez ambitieux au niveau populaire, en tout cas selon eux. Alors celui-là, il n'a jamais passé. Ça a été un gros deuil pour moi parce que c'était un projet que j'aimais énormément. J'avais fait déjà beaucoup de repérages en Italie, puis tout ça. Bon. Puis là, je suis sur un projet actuellement, mais là, on peut pas trop juger parce qu'il y a eu la pandémie, c'est une coproduction, on peut pas tourner en Europe à cause on n'a pas d'assurance actuellement. Donc, c'est plus aussi un problème, c'est pas le scénario non plus, mais c'est quand même, ça retarde mon projet beaucoup. C'est plus un problème de coproduction, d'argent, des choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Oui. Mais en général, pour répondre à ta question, oui, j'ai été financée pas toujours facilement. Tu sais, par exemple, Emporte-moi, j'ai jamais eu l'argent de Téléfilm Canada. Ils m'ont refusé systématiquement, et puis c'est probablement mon plus gros succès au festival et tout. Ils l'ont regretté après. J'ai eu des personnes de Téléfilm qui l'ont dit et qui m'ont dit on aurait dû investir. Donc, il y a des projets que j'ai dû faire avec beaucoup moins que ce que j'aurais aimé. Et donc, quand même aussi du rejet, vivre du rejet, ça m'est arrivé quand même. Mais j'ai toujours fini par pouvoir le faire. Ah, c'est bien. Ça n'a pas toujours été, comme je te dis, des fois, ça a été quelques temps plus tard que j'ai pu le faire. Et puis, encore une fois, il faut se battre, il faut être résilient. Oui, tout à fait. Si tu n'as pas cette résilience-là, puis si tu prends ça trop personnel, qu'on te refuse, ça devient trop difficile comme métier. Tu sais. Est-ce que tu aurais aimé faire ton premier long métrage en 2021? Non. Non. OK. Non, mais je vais te dire, c'est extrêmement triste parce qu'il y a énormément de talents. Bon, tu me diras qu'ils sortent quand même, les talents peut-être de ça, mais tu sais, c'est 75 projets par dépôt. Ouais. Et puis là, bon, exceptionnellement, ils en ont sorti 12, 13, là, mais normalement, c'est 7, 8. Ça veut dire que c'est 1 sur 10, tu sais, je veux dire. Et puis là, il y a tellement de contraintes. Il faut qu'il y ait tant de drames, tant de comédies, tant de trucs sur les minorités culturelles, tant de films d'animation. Fait que tu es dans des comparatifs sans fin. Oui. Puis, à moins d'être... Tu sais, tu n'es jamais meilleur que ton dernier film. Fait que je te donne un exemple. Quand j'ai fait La Passion d'Augustine, c'était hyper facile de faire le suivant. Je venais de faire un gros box-office avec gagné meilleur film, meilleure réalisation. Et Au pire, on se mariera est sorti en septembre, à un mauvais moment. C'était le festival à Toronto en même temps. Il a fait des journées superbes. Ça n'a pas bien marché. Je présente celui-là, c'est beaucoup plus difficile. Ah oui, le nouveau. Et ça, je l'ai vécu parce que, comme tu dis, comme on a dit au début, j'en ai fait des films
Fait que j'ai très, très bien vu cette sorte de dynamique. C'est ce que j'appelle passer au purgatoire, là. C'est-à-dire que si tu viens de faire un succès, on le voit dans les cinéastes qui sont financés actuellement, si tu as eu un succès juste avant, c'est presque assuré qu'on va te financer assez rapidement pour le suivre. Ce qu'on s'est dit au début, c'est de durer tout le temps à être au top. C'est pas possible, tu sais. C'est impossible. Et est-ce qu'on peut dire, Léa, que tu as choisi de vivre ton rêve, donc celui de faire du cinéma, plutôt que de rêver ta vie? Est-ce qu'on peut terminer avec cette phrase? J'ai jamais rêvé ma vie, en fait, de toute façon. Non. Non, Okay. comme dirait l'autre, je regrette rien. J'ai fait vraiment le métier que j'avais envie de faire. Il est venu un peu par hasard, hein, ce métier. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, je veux être cinéaste. C'est comme une suite de circonstances qui m'ont amené à faire du cinéma. Je me sens extrêmement privilégiée d'avoir pu faire cette carrière-là et je sais pas si actuellement c'est possible de faire d'avoir comme ça comment est-ce qu'on appelle ça, un corpus de films aussi grand parce que s'il faut attendre chaque fois 3 ans pour faire un film, 3-4 ans, ben il faut vivre vieux, hein, pour faire. C'est vrai. Il faut commencer très jeune puis il faut vivre vieux donc. J'espère, parce que je trouve qu'on a du talent formidable actuellement, et des femmes cinéastes formidables, des nouvelles générations. J'espère qu'elles pourront bâtir ce que j'ai pu bâtir, tu sais, veut dire sur la durée, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est intéressant de voir le chemin parcouru au niveau créatif. C'est pas juste une œuvre, c'est un ensemble avec ses forces, avec ses faiblesses, mais qui donne vraiment une trajectoire à l'œuvre de quelqu'un. Je leur souhaite vivement que ce soit pas trop ardu Non, à cause du nombre de cinéastes. Maintenant, c'est devenu tellement plus démocratique, le cinéma, pour commencer en tout cas. Donc, la persévérance, c'est ce qui t'assure probablement la durée, parce qu'elle est importante, cette durée aussi. La persévérance puis le désir de dire. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Léa, pour cet entretien donc sur le cinéma, sur ta façon de travailler. Donc, merci de nous avoir révélé peut-être des détails importants et nous avoir donné des bons conseils. Et puis, effectivement, c'est vrai qu'en 2021, bon, la situation n'est pas simple pour faire des films, mais il faut pas lâcher. Et puis, je pense que si quelqu'un est vraiment déterminé à faire son film, il va y arriver. Oui. Ben, écoute, merci à toi pour cette entrevue. Merci infiniment et puis j'espère qu'on se revoit bientôt une fois que cette pandémie sera derrière nous et bon succès pour ton prochain film. Merci beaucoup. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.